dans cette vidéo d'une petite humaine qui parle d'humain avec humanité. Du coup, est-ce qu'elle est bien cette phrase? Parce que je suis pas sûre, mais moi j'aime bien, donc elle est bien, on va la garder. Je précise avant tout que le but de cette vidéo, comme les prochaines de ce type d'ailleurs, est de faire de la vulgarisation. Je ne suis donc ni historienne, ni anthropologue, ni ethnologue ou quoi au caisse. Mais ce sont des disciplines que j'ai la chance d'étudier au cours de mon parcours, de mon cursus scolaire, et que j'aime approfondir personnellement, donc du coup, je partage ça avec vous. Avant de commencer mon sujet, je vous invite à faire pause sur la vidéo et de me dire, sans tricher, parce que justement c'est ça qui est intéressant, votre définition de ce que vous pensez être un chaman ou le chamanisme. Parce que c'est un sujet, c'est des mots dont on a tous déjà entendu parler, mais dans le vrai, dans le propos, je pense qu'on n'est pas non plus hyper nombreux à savoir vraiment de quoi on parle quand on parle de ça. C'est hyper vulgarisé dans tout ce qui est pop culture. Donc du coup je trouve ça vraiment intéressant de voir pour vous, ça vous évoque quoi le chamanisme ou ça vous évoque quoi juste le fait d'être chaman. Donc je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Avant tout, un chaman n'a pas qu'une seule définition qui s'appliquerait à tous les types de chamans de tous les horizons. Et il y a sûrement même autant de définitions de chaman qu'il y a de chamans. Mais comme je suis gentille, je vais quand même vous donner une petite définition. En règle générale, un chaman est une personne qui a pour rôle de garder un équilibre entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Il a donc accès à une perception du monde différente et se sert de ce lien entre humain, esprit et nature pour par exemple soigner, accomplir des rituels, faire de la divination, régler des soucis, faire partir des maléfices ou des malédictions, etc. etc. Après cette définition un peu générale de ce qu'est un chaman, on va pouvoir se diriger vers le lieu qui nous intéresse, la Sibérie. Qualifié de berceau du chamanisme avec la Mongolie et la Russie, nous allons plutôt nous rendre en Sibérie du Sud, dans la république de Touva. Le Touva se trouve à la frontière de la Mongolie et appartient à la Fédération de Russie. C'est donc un territoire chargé d'histoire, mais nous allons plutôt nous intéresser à ce qui s'y passe à partir des années 1930. À ce moment-là, la Russie est en plein régime soviétique et Touva n'y échappera pas, puisqu'en 1930, le TNRP, autrement dit le Parti populaire révolutionnaire Touva, accède au pouvoir et applique la politique stalienne partout en Touva, actuellement en œuvre en URSS. En effet, le régime soviétique prône une propagande athéiste, ce qui veut dire qu'il refuse toute religion, croyance en quelque divinité que ce soit. Vous imaginez donc que ça a eu un énorme impact sur le chamanisme à Touva, puisque l'interdiction de le pratiquer était formelle. Un décret ordonna même qu'on récupère tous les objets de culte pour les brûler, quitte à utiliser la force, à fouiller les campements des nomades pour les retrouver. Les deux religions principales reconnues à Touva étant le chamanisme et le bouddhisme, on y brûlait donc aussi bien des livres que des statues, des tambours, des costumes, plein d'objets de chamans et de bouddhistes. Mais malheureusement, il n'y eut pas que les objets qui furent jetés au feu, puisque parfois même des chamans et des lamas furent exécutés, donnant lieu en fait littéralement à une vraie chasse aux sorcières. Vous l'aurez donc compris, le chamanisme à Touva a donc vécu une grande répression pendant des décennies, donc jusqu'à à peu près 1991, date de la chute de l'URSS. Ce qui est drôle, c'est que cette grande répression des pratiques religieuses Touva a été plus ou moins soutenue selon les périodes, et donc beaucoup ont continué à pratiquer en cachette. D'ailleurs, les archives, la presse et les souvenirs Touva témoignent que la version officielle d'une victoire de l'athéisme est loin d'être réelle. Il serait donc inexact d'affirmer la disparition totale de toutes les pratiques durant la période soviétique. En revanche, ce grand trou dans le temps a tout de même créé une cassure entre les pratiques ancestrales et les pratiques modernes. Parce que forcément, pendant 60 ans, il s'est pas passé grand chose, du coup il a fallu se remettre en selle et adapter les pratiques aux nouveaux modes de vie. Certains racontent même que les Touvas d'aujourd'hui sont incapables de comprendre leurs ancêtres et ne connaissent plus leur culture. C'est une opinion assez tranchante je trouve, mais ça démontre une vraie séparation entre l'ancien et le nouveau monde et les anciens et nouveaux chamans. Pour illustrer ce changement, je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple, le chamanisme Touva s'est en quelque sorte institutionnalisé. À Kizil, la capitale de Touva, il existe 3 grandes associations chamaniques principales dans lesquelles vont et viennent différents chamans. Alors qu'avant, les chamans avaient plutôt un mode de vie nomade et solitaire. Les soins aussi ont évolué avec l'introduction de la médecine occidentale durant la période soviétique. Pourtant, il n'existe pas vraiment de concurrence entre médecine et chamanisme. Au contraire, même bien souvent, des médecins recommandent à leurs patients de consulter des chamans. Et il arrive aussi, à la demande de certains patients, de faire intervenir des chamans, par exemple, dans les hôpitaux. Donc après vous avoir bien remis dans le contexte, je vais maintenant vous parler de la partie que je trouve la plus fascinante, intéressante, un peu croustillante
croustillante, celle de la naissance et de l'évolution d'un chaman. Encore une fois, ce sont des témoignages propres à Touva qui peuvent se retrouver dans beaucoup de régions aux alentours, mais voilà, il existe quand même plein de nuances selon les régions, les légendes, les histoires, les mythes, les croyances, voilà. Aujourd'hui, on se concentre sur les chamans de Touva. Mais s'il y a bien quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est que on ne devient pas chaman. On est chaman. Et c'est très important parce que cela signifie qu'il est donc impossible d'apprendre à être chaman et de cesser de l'être. Encore une fois, il existe quelques petites exceptions dont je ne parlerai pas ici. Comme on est chaman de naissance, généralement on peut apprendre à reconnaître un enfant chaman avec quelques petits indices. Des indices physiques tels qu'une tache de naissance ou une malformation, mais bien entendu cela n'est ni nécessaire ni suffisant pour confirmer l'identité d'un chaman. Il faut surtout que celui-ci témoigne de capacités perceptives spéciales. Est-ce que ça se voit que j'ai un peu galéré à dire cette phrase? Accompagné la plupart du temps de symptômes tels que des bâillements, des cauchemars, des évanouissements ou autres maladies parfois un peu plus graves comme la perte de sens inexpliquée. Le plus souvent, c'est à l'adolescence que surviennent tous ces symptômes et donnent lieu à ce qu'on appelle une crise ou une maladie initiatique. Mais cela peut aussi arriver bien plus tard dans la vie d'un chaman. Comme mentionné avant, il arrive un moment où la personne tombe malade et même parfois gravement malade sans explication apparente. On a beau consulter des médecins, des spécialistes, rien de somatique n'est détecté. Et cette crise est donc le signe que la personne doit commencer à chamaniser. Parce que oui, on ne dit pas qu'une personne est devenue chamane vu qu'elle est déjà née ainsi, mais on dit qu'elle a commencé à chamaniser. Cela veut dire qu'elle a alors accepté et ou découvert son identité de chamane. Et dès lors qu'elle commence à chamaniser et à endosser son rôle de chamane, la maladie disparaît miraculeusement. On dit aussi que les chamans sont porteurs d'un os supplémentaire dans leur corps et que leurs os seraient blancs, légers et purs, tandis que ceux des gens simples seraient noirs et lourds. Les différentes légendes s'accordent aussi pour dire que les chamans seraient résistants au feu, aux balles ou à d'autres types de blessures. C'est d'ailleurs, selon les différents récits, un moyen de vérifier les vrais des faux chamans. Donc je vous laisse imaginer le contexte. Des chamans, un bûcher, celui qui ressort, il a gagné. C'est le vrai chaman. Voilà, après, ce sont des légendes, vraies ou pas. Mais en tout cas, on peut s'accorder pour dire que l'évolution du chamanisme à Touva a vécu pas mal de rebondissements et que la croissance d'un chaman en elle-même est elle aussi très mouvementée. C'est ici que je vais terminer mon sujet sur le chamanisme à Touva. Il reste encore énormément de choses que je n'ai pas dites sur le sujet, mais ça aurait été forcément beaucoup trop long en une vidéo et puis je ne connais pas tout. Mais en tout cas, si ça vous a intéressé, je pourrais peut-être un peu plus en parler dans une prochaine vidéo. Il reste encore de nombreux sujets vraiment super cool à aborder, comme par exemple les rituels, les sorts, les esprits, des témoignages de chamans à Touva, la transe, les états de conscience modifiés. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses encore que je peux raconter à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, ça me fera plaisir. Mais en attendant, ne partez pas tout de suite. Vous voyez qu'il reste encore un peu de temps là. Mais en tout cas, juste pour vous dire merci d'avoir regardé la vidéo en entier et d'être resté jusqu'ici. Si sincèrement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire si ça vous a plu, me dire ce que vous en avez pensé, vous abonner à la chaîne forcément, ou même venir me dire en privé ce que vous avez pensé. Moi, c'est pas forcément le fait qu'il y ait des commentaires sous ma vidéo, mais vraiment d'avoir un retour. Donc voilà, vous, ça vous coûte rien du tout et moi, ça m'apporte beaucoup. Donc voilà, mes différents réseaux seront en description. Vous pouvez me retrouver sur Twitch et sur Instagram avec le même pseudo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, merci et à bientôt.